Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Kenizé Mourad. Bonjour Judith. Vous êtes née à Paris d'une mère turque et d'un père indien. Arrière-petite-fille de l'un des derniers sultans ottomans et fille d'un raja indien. Vous étiez grand reporter, journaliste au Nouvel Obs et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Vous êtes autrice de nombreux ouvrages, dont De la part de la princesse morte, qui a été traduit en 34 langues. Également Au pays des purs, la traduction en française de Pakistan, et puis Le parfum de notre terre, Voix de Palestine et d'Israël aux éditions Robert Laffont. Mais avant de commencer cet entretien qui est donc consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur la remise du prix Nobel de la paix à Corina Machado, une opposante au régime vénézuélien de Nicolás Maduro. Oui, ces prix Nobel de la paix sont un peu spéciaux depuis quelque temps. C'est qu'en fait, Corina Machado n'est pas quand même une militante de la paix. Elle est complètement d'accord. Elle a soutenu Trump dans les sanctions qu'il a imposées au Venezuela, qui ont le blocus économique qui entraîne une misère terrible pour une grande partie de la population vénézuélienne. Et elle le soutient maintenant, il y a des frappes importante, les navires de guerre déployés autour du Venezuela, un sous-marin atomique, et elle soutient ça. Alors, pourquoi pas, mais pourquoi lui donner le prix Nobel de la paix? Ça n'a rien à voir avec la paix, ce qu'elle fait. Elle est une opposante politique, elle a le droit, mais elle n'a pas le droit au prix Nobel de la paix. Mais ces prix Nobel de la paix, depuis, ont quand même été donnés à des gens qui, à mon avis, à l'avis de beaucoup, ne le méritent pas vraiment. Kissinger, qui a été un faiseur de guerre, le Vietnam, aussi l'Afghanistan, etc. Il a fait quand même, il a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de morts conséquentes à ces guerres. On lui a donné le prix Nobel de la paix. Même Barack Obama, que nous aimons tous d'une certaine façon, c'est sous son gouvernement que l'Afghanistan a eu le plus de victimes civiles, des centaines de milliers de victimes civiles, parce qu'il a multiplié le nombre de drones par 3. Donc en fait, pourquoi ne pas donner ce prix Nobel de la paix à Médecins sans frontières, des gens vraiment qui font aux médecins actuellement à Gaza, le personnel médical de Gaza. Jamais il y a eu autant de morts dans aucun conflit depuis très très longtemps parmi le personnel médical, et aussi, pourquoi pas, aux journalistes qui montrent les horreurs qui se passent dans différents endroits du monde et qui risquent leur vie. Parce que de mon temps, quand j'étais journaliste, on avait presse sur un bandeau presse, on était plus ou moins protégés. Mais maintenant, bandeau presse veut dire qu'au contraire, on est visé, parce que les régimes qui font toutes ces choses ne veulent surtout pas que la presse en rende compte. Donc ce sont quand même des gens, grâce à eux, on voit les horreurs qui se passent, et grâce à eux, on peut essayer justement, ce sont eux les agents de la paix qui peuvent montrer ce qui se passe et qu'on essaye de remédier à toutes ces horreurs. C'est à ces gens-là qu'on doit les donner, aux infirmières de par le monde, aux enseignants qui enseignent dans les camps de réfugiés, et qui pour donner comme un avenir à ces enfants qui ont tout perdu. Ce sont à ces gens-là qu'on doit donner le prix Nobel de la paix, et non pas à des gens qui se battent, c'est leur droit, contre un gouvernement, ou qui se battent, voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Je suis assez indignée, et nous sommes nombreux. Mais aussi, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Les gens le jury, ce sont des gens de milieux universitaires, de milieux diplomatiques, des gens hyper protégés, c'est une élite. C'est des gens qui n'ont jamais vécu ces horreurs et ces drames, c'est une élite. Donc de très haut, ils donnent ce prix Nobel. Il faudrait que ce soit qu'il y ait parmi eux des gens qui aussi ont souffert, qui soient dans le jury.
Et actuellement, le président américain Donald Trump menace le Venezuela et la Colombie d'intervention militaire au nom de la lutte contre le narcotrafic. Voilà, et Mme Machado le soutient, et elle est totalement pro-Trump. Bon. Venons-en à notre entretien. Alors, votre mère était venue à Paris pour accoucher de vous en 1939. La guerre mondiale est arrivée. Elle a vécu dans une grande misère. Elle est tombée malade, puis elle est décédée en 1942. Vous avez été recueillie par des diplomates suisses, puis confiée en 1945 à des religieuses à Paris. Quand votre père, Raja indien, a envoyé 2 femmes pour vous récupérer, pour vous chercher en 1946, les religieuses vous ont caché. Votre père, il était donc indien chiite, votre mère turque sunnite. Vous êtes né en France, élevé par des catholiques. Qui êtes-vous, Kenizé Mourad? J'adorais les messes et tout ça. On me disait que la Sainte Vierge était ma maman du ciel. On me faisait prier ma maman du ciel. Bon. Oui, écoutez, en fait, vous savez, les religieuses m'ont caché. Elles ne voulaient pas me rendre à mon père. Pourquoi? Pour une raison simple. Parce qu'il était musulman. Comment est-ce qu'on allait rendre cette mignonne petite fille que les religieuses adoraient à un père abominable puisque musulman? Je veux dire, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et donc, si vous voulez, le tournant qu'a pris ma vie, normalement, j'aurais dû rentrer en Inde, être élevée de façon normale. Je ne suis pas du tout sûre que ma vie, je suis sûre que ma vie a été beaucoup plus intéressante maintenant, comme je l'ai vécue, mais beaucoup plus dure aussi. Mais c'est pas ça la question. On a décidé de mon destin par pur préjudice, préjugé et racisme. Et c'est pour ça que dans ma vie, toujours, je me suis battue contre les préjugés, bien évidemment contre le racisme, mais contre tous les préjugés, et que pour moi, la vérité, c'est la chose la plus importante. Parce que quand j'ai découvert ça à l'âge de 15 ans, je ne savais pas tout ça. On m'a élevée en me disant que mon père était un méchant monsieur, que ma mère ne voulait pas que je revienne en Inde et que mon père ne s'occupait pas de moi. On m'avait caché toutes les lettres de mon père. Et à l'âge de 15 ans, j'ai découvert tous ces mensonges. J'étais bien sûr très révoltée contre les religieuses, contre tout le monde. Et j'ai fait d'ailleurs dépression sur dépression. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai passé mon baccalauréat et parce qu'on avait aussi changé mon nom, ma date de naissance, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été une totale dépersonnalisation, un manque d'identité, un point d'interrogation sur l'identité. Complètement, on m'avait changé mon nom de famille, enfin bon. Je rentre pas dans les détails, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, au moment de l'entrée des Allemands, ma mère, ce que j'ai découvert plus tard, c'est que ma mère m'avait déclaré un enfant mort-né. Parce qu'elle ne voulait pas rentrer en Inde. Elle ne supportait pas les coutumes là-bas. Elle avait été élevée à Beyrouth en totale liberté, le petit Paris de l'Est, de l'Orient. Et en Inde, bien évidemment, même si mon père était un homme qui avait été élevé en Angleterre, qui avait des idées très larges, qui n'était pas du tout un musulman, qui était même en fait athée, il était obligé il devait l'obliger à respecter les coutumes, sinon on aurait dit la femme du Raja de Kodvara est une gourgandine. Donc, ma mère était obligée et elle supportait très mal. Donc, quand elle m'a eu à Paris, elle n'a pas voulu rentrer en Inde. Ça, vous le découvrez à 15 ans. Je le découvre à 15 ans. Donc, je découvre qu'elle m'a déclaré mort-née, qu'au moment, elle m'a dû me déclarer ensuite quand même, puisqu'elle ne m'avait pas déclaré 6 mois après, qui était le jour de l'entrée des Allemands à Paris, où tout était sans dessous. Donc, elle a pu faire raconter n'importe quoi. On a donné un faux nom, une fausse identité, père commerçant, fausse date de naissance, de façon à ce qu'on ne puisse plus me retrouver. Bien sûr, elle ne pensait pas qu'elle allait mourir 1 an après. Mais elle m'a laissé, en mourant, elle m'a laissé dans un total imbroglio. Total. Et à 21 ans, vous retrouvez votre père? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à 18 ans, j'ai repris contact avec lui, on a échangé des lettres. À 21 ans, je n'avais pas le droit d'aller avant, parce que 21 ans, c'était la majorité à l'époque. Et tout le monde pensait, oh là là, si elle va être mariage arrangé, forcé, harem, toutes sortes de choses ridicules. Et donc, je suis allée à 21 ans, j'ai découvert à 21 ans, et mon père, et mon pays, l'Inde,
Et ça a été bien évidemment un changement, un profond bouleversement, ces retrouvailles, non? Elles ont dû forcément avoir un impact important. Ah ben oui, bien sûr, très important. D'abord, j'admirais beaucoup mon père, j'ai trouvé un homme extraordinaire, j'ai trouvé qu'on avait des idées semblables. Il était Raja, mais on l'appelait le Raja rouge parce qu'il avait des idées très progressistes, un peu de gauche, comme moi, qui avait été à la Sorbonne dans le milieu de la sociologie, psychologie, et j'étais dans un groupe gauchiste. Et donc, on s'est très bien entendu là-dessus. Je crois que j'étais dans un groupe gauchiste parce que j'avais un tel besoin de justice. Parce que j'avais quand même vu tellement d'injustice. Une des choses qui était amusante, je vous donnais des anecdotes. Donc, quand j'ai eu terminé mon bac, on m'a dit, bon, maintenant tu te débrouilles. J'avais pas le sou, j'avais été élevée dans un milieu vraiment coton. Donc, je n'avais pas le droit de lire les journaux, parce que les jeunes filles de bonne famille ne devaient pas lire des journaux, parce qu'il y avait des choses vilaines dans les journaux. C'est subversif. Ah ben vraiment, absolument. Et je me suis trouvée comme ça. Parce que je voulais aller à la Sorbonne, on voulait que je travaille. Je voulais aller à la Sorbonne, on m'a dit, bon, tu te débrouilles. Et donc j'ai commencé à faire toutes sortes de travaux pour survivre. Et une des choses, c'était de vendre des revues de danse à l'opéra et à l'opéra comique. Donc j'allais tous les soirs, je courais de l'opéra à l'opéra comique, de l'opéra comique à l'opéra, pour vendre mes petites revues et faire, c'était à l'époque 5 francs par chaque revue, et donc presque rien. Et je me souviens qu'une fois, j'étais dans le grand hall de l'opéra avec ma petite table verte où il y avait mes revues, et j'avais ma petite robe noire. Et les vieux messieurs venaient, me disaient, mademoiselle, vous serez là? Je disais, oui, oui, monsieur, je vendais la revue, je partais très vite. Mais une amie de ma classe arrive, et je la vois, elle était avec son fiancé, avec un jeune homme. Elle m'a vue, elle a fait semblant de ne pas me voir, parce que ça la vexait d'avoir été amie avec une petite vendeuse. Mm. Donc, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses comme ça dans ma vie, entre le plus et une autre chose. À l'opéra, on m'avait donné des boîtes au chocolat à vendre en même temps. Alors, j'avais aucun... Enfin, bon, ils étaient sur ma table. Celui qui était le directeur du bar me dit, est-ce que vous en avez vendu? Je lui dis, non, vous savez, les gens qui viennent à l'opéra, ils n'achètent pas de chocolat. Enfin, il me dit, qu'est-ce qu'une petite vendeuse comme vous peut savoir ce que font les gens qui vont à l'opéra? Or, l'après-midi même, j'étais chez une cousine ottomane, turque, et j'avais été appelée princesse tout l'après-midi. Alors, si vous voulez, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a vexé un peu, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai appris très vite le haut et le bas de la condition, que tout ça ne veut vraiment rien dire. Que, en fait, c'est les gens qui sont importants, c'est pas le statut social, ça veut rien dire. Et du coup, vous avez forcément une réflexion sur l'identité et l'importance que prend cette question identitaire à l'échelle mondiale en ce moment, vu la multiplication des conflits. Oui, c'est très très important. Et je crois qu'on peut surmonter l'identité que quand qu'on se l'est réappropriée. Quand on a une identité, c'est très facile d'être universel. Quand on n'a pas une identité, que notre identité n'est pas reconnue, on doit d'abord la faire reconnaître pour ensuite surmonter et arriver à l'universalité. Tous ces gens à qui on dénie leur identité, ils ont besoin d'abord de récupérer leur identité avant d'arriver à s'ouvrir à l'universel. Et vous dites d'ailleurs, je suis de partout et de nulle part. Mais est-ce qu'en fait, Kenize Mourad, vous n'êtes pas une Française, une Européenne qui a découvert les pays de ses parents, c'est-à-dire la Turquie et l'Inde, et puis ensuite, de facto, vous êtes intéressée aux pays de la région? C'est un peu plus que ça. Je suis intellectuellement à l'éducation totalement européenne. Mais de cœur et de réaction et de sentiment, je vibre avec mes pays d'origine. Ça, je vibre vraiment. Mais mes réactions sont complètement les réactions des gens de mes pays d'origine. Et c'est naturellement, c'est pas que j'ai essayé, que j'ai voulu, c'est naturel. Donc le sensitif, l'émotionnel, c'est indien et Moyen-Orient et turc, et puis tout ce qui est peut-être d'ordre intellectuel. Ah, tout ça, c'est bien sûr, tout ça, c'est européen. Européen complètement, oui. Alors avant d'être journaliste, vous avez connu un autre changement dans votre vie. Vous avez été hôtesse de l'air oui. chez Air France. Oui, j'étais hôtesse. Ah, oui. Alors à l'époque, finalement, j'avais pas d'argent. Il fallait que je trouve parce que j'étais allée en Inde, ensuite j'étais revenue de l'Inde parce que pour différentes raisons nombreuses. Mais donc je revenais vivre en France. J'avais pas d'argent, j'avais pas de métier. Et on me propose d'être hôtesse de l'air.
là-dessus, je dis comment, moi je vais passer des plateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Une princesse. Et puis finalement, j'ai accepté. Vous savez, à l'époque, hôtesse de l'air, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. C'était des années, attendez que je dise pas de bêtises, 68, 69, enfin bon, j'étais 3 ans hôtesse de l'air. Et on était un peu les reines, parce qu'on était censé représenter Air France dans le monde entier. Nos uniformes étaient dessinés par Dior. On avait un mannequin qui venait nous apprendre à comment marcher, comment tenir notre manteau, etc., etc. Et il n'y avait pas beaucoup de passagers, c'était toujours un peu luxe. Mais je me suis beaucoup amusée. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais obligée de travailler un travail où il y avait beaucoup de discipline. Et moi qui étais, à cause de tous les problèmes psychologiques qui avaient été sur l'identité, etc., où j'avais fait pas mal de dépression, où j'étais quand même assez peu équilibrée, le travail a été mon ergothérapie. C'était un cadre. C'était un cadre. Je dis que toujours, si j'avais eu de l'argent, je serais aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique. Ah ben non, parce que écoutez, je donne pas les détails, mais il y a eu beaucoup de choses. Ceci, on comprend. Et j'étais obligée de travailler. Et donc ça m'a mis sur des rails et ça m'a vraiment rééquilibrée. Très important. Oui, et ensuite, donc, vous êtes journaliste au Nouvel Observateur, Nouvel Obs, de 70 à 82, ce qui a été pour vous l'occasion de devenir spécialiste de ces pays et de pratiquer le journalisme d'investigation. Et vous dites que le journalisme à l'époque, pareil, c'était pas comme le journalisme d'aujourd'hui, dites-vous. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je peux me permettre, je vais vous dire autre chose. J'avais eu autre chose avant le journalisme. Ah ben alors dites-nous. Parce que mes études, on était des études de psycho. Je voulais être psychothérapeute. Ah oui. Oui, bien sûr, parce que j'étais tellement mal dans ma peau, je voulais être psychothérapeute. Et je me suis rendu compte, alors après avoir fait un petit stage à la Salpêtrière, je me suis rendu compte que les enfants, j'étais chez les enfants ou les adolescents, qui étaient renvoyés dans leur famille guéris, soi-disant, revenaient 15 jours, un mois après, parce qu'ils étaient renvoyés dans des milieux complètement malades et qu'ils rechutaient. Et donc je me suis dit, bon, il ne faut pas faire de psychothérapie, il faut faire de la politique. Il faut changer la société. On ne peut pas changer les gens, il faut changer la société. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire la politique. En tout cas, par le journalisme, je suis arrivée au journalisme par le besoin justement de changer le monde. De changer le monde, d'expliquer le monde. Mais qu'est-ce qui a changé entre le journalisme que vous avez connu et celui d'aujourd'hui? Écoutez, on avait eu beaucoup de changements, hélas. D'une part, il n'y avait pas tous ces Internet et tout ça, donc on n'était pas dans une course qui fait qu'aujourd'hui les journalistes n'ont plus le temps vraiment d'aller en profondeur, d'examiner les choses, de toujours vérifier. Et ça rend les choses très difficiles. On n'avait pas ça. En plus, moi j'étais dans un hebdomadaire, donc j'avais plus de temps. On allait plus en profondeur. On n'avait pas, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça c'est nouveau, mais je suis effrayée, parce il n'y a plus de vérité, on peut raconter n'importe quoi, on peut changer toutes les images, on peut changer tous les discours, toutes les voix. Bon. Non, alors il y a ça, il y a autre chose, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les journalistes, moi j'étais reporter de guerre, j'ai fait des choses fascinantes, j'ai fait, disons, les guerres du Liban, Israël-Palestine, la révolution iranienne, la guerre du Bangladesh, etc. Mais, si vous voulez, à ce moment-là, on était quand même relativement protégés. Aujourd'hui, les journalistes, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils ne témoignent pas, on leur tire dessus. Donc c'est aussi beaucoup plus difficile de ce point de vue. Mais je crois aussi que, hélas, les journaux étaient plus indépendants. Maintenant, les journaux sont dans des grands trusts. La plupart appartiennent à des gens qui sont proches du gouvernement. Donc, il y a une vérité, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, que les journalistes ne peuvent pas dire. Beaucoup. Il y a beaucoup d'influence sur les médias. Il y a beaucoup moins de liberté que nous n'en avions. Déjà, de mon temps, je vais vous dire, déjà, il y avait une petite censure. Je me souviens que quand j'écrivais au Nouvel Observateur, qui était pourtant un journal très ouvert et quand j'écrivais des choses qui plaisaient pas beaucoup, surtout sur le Moyen-Orient, qui était une chose très sensible, on me coupait certaines phrases en me disant que mon article était trop long. Comme par hasard, on coupait les phrases qui plaisaient pas. Si tout l'article ne plaisait pas, on me disait il y a des choses plus importantes. Cette semaine, il passera la semaine prochaine. Finalement, il passait jamais.
Ouais. Donc il y avait toujours une censure déguisée, mais qui était quand même pas aussi importante qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment C'est une chape de plomb. un quatrième pouvoir, les Oui, médias. oui, ben oui. Il faudrait Oui, un contrôle. on peut pas faire. La première guerre, c'est par l'information. Alors en tout cas, ici, vous allez pouvoir vous exprimer librement. Et malgré l'intérêt de votre métier de journaliste, vous trouviez que c'était trop limité et vous allez devenir écrivaine. Et votre premier livre, De la part de la princesse morte, sur l'histoire de votre mère, Selma, vous avez mis 4 ans à l'écrire. Donc de journaliste à écrivaine, ça a été aussi un vrai changement dans votre vie. Je veux dire, c'était très dur. Parce que je me souviens, quand je regardais à la télévision les théâtres de guerre, les choses, je voulais y être et j'étais malade d'être à Paris. J'ai toujours écrit à la campagne. Je ne peux pas écrire dans une ville, j'ai besoin du calme et du vert de la campagne pour écrire. Et d'être qu'il n'y ait personne autour de moi, que je sois vraiment seule. Mais je bouillais, j'étais malheureuse comme tout, quand j'avais envie d'être sur place. Mais en même temps, le changement s'est fait après la révolution iranienne. Je passais 4 mois en Iran, qui était incroyable, extraordinaire. Lorsque Khomeini arrive au pouvoir, Khomeini, avant qu'il arrive, et pendant qu'il est arrivé. Après, j'étais d'ailleurs jetée hors d'Iran, pas sous protection, sous conduite policière. Et je crois que j'ai dû le fait de ne pas aller en prison, parce que j'avais commencé à critiquer le régime, parce que, à cause de l'intervention de l'ambassadeur d'Algérie, qui était quand même assez bien avec les Iraniens, et que je connaissais, sinon je crois que... Bon. Et en tout cas, je me suis rendu compte que j'arrivais pas, même dans un hebdomadaire, même avec 2-3 pages, à rendre compte de ce qui se passait, parce que cette révolution, c'était pas seulement politico-économique, il y avait tout un contexte, un passé historique de civilisation, de culture, de cette grande nation. Et il fallait remonter à très loin, de psychologie des gens, etc. Donc, je me suis dit, non, j'étais frustrée de ne pas pouvoir expliquer tout ça. Et je me suis dit, il faut écrire. Mon premier synopsis de livre a été sur la révolution iranienne. Je ne l'ai jamais écrit, mais j'avais fait tout un synopsis là-dessus. Et en fait, sur ma mère, c'était une amie libanaise. Je disais, je suis pas sûre de ce que je veux écrire. Je sais que je veux écrire. Elle me dit, mais écris sur ta mère, c'est formidable. Et je lui dis, ah ben oui, tu as raison. Sur Selma. Selma. Parce que ce livre, je veux dire, j'écris pour, je sais pas si ça va dans votre... Je l'écris pour 2 raisons. D'une part, bien sûr, quand j'ai su que ma mère m'avait déclaré mort-née, qu'elle avait menti surtout à mon père sur ma date de naissance surtout, je l'ai détestée. Mais c'est très dur pour une fille de détester sa mère. Pour vous construire en tant que femme, si vous détestez votre mère, c'est quand même pas évident. Donc vers l'âge plus tard, j'ai commencé à comprendre qu'elle avait fait ça pour se protéger et pour me protéger en tant que femme, que j'ai pas aussi une vie quand même assez cloîtrée. Mais pour vraiment arriver à la comprendre, j'ai eu besoin de refaire sa vie pas à pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que, si vous voulez, par exemple, pour revenir à Lucknow, qui est la ville de mon père, qui est au centre de l'Inde, au lieu de prendre un avion tout simplement de Delhi à Lucknow, qui m'aurait pris 2 heures, j'ai pris l'avion jusqu'à Bombay, c'était plus les bateaux, l'avion jusqu'à Bombay, et de Bombay, j'ai pris le train, comme avait pris ma mère, jusqu'à Lucknow, qui était 36 heures de train, pour essayer de comprendre et ressentir la peur de cette jeune fille qui n'a jamais rencontré celui qui va être son mari, et qui arrive dans cette Inde, mais complètement, moi aussi, cette Inde qui est complètement effrayante d'une certaine façon, avec tous ces regards fiévreux, tous ces mendiants qui tendent la main, toute cette humanité extraordinaire, très belle en même temps, et en même temps effrayante. Et pour me mettre dans sa peau. Donc, si vous voulez, à chaque fois, j'ai essayé vraiment de me mettre dans sa peau. Et voilà. Donc, ça a été une des raisons. L'autre raison, ça a été pour expliquer ces pays que je connais et que j'aime, les expliquer plus profondément à un public occidental qui ne les comprend pas. Ça a été mon travail comme journaliste et ça a été mon travail comme écrivain aussi. Et d'ailleurs, vous dites, j'écris pour faire entendre les paroles invisibles de l'histoire familiale exilée. Donc votre histoire familiale, Kenizé, elle s'enracine dans l'histoire et la culture des pays de vos parents, et c'est cette histoire-là que vous racontez dans vos livres. Oui, et c'est pas simplement de ma famille, c'est l'histoire l'histoire, les problèmes,
tous les questionnements de tous ces peuples. Mmh. C'est parce que ma famille, c'est une chose, mais c'est de tous ces peuples. Et vous savez, quand j'étais en philosophie, parce que ma première année à la Sorbonne, c'était de la philosophie, mon professeur de philosophie, qui s'appelait Jean-François Lyotard, qui est très connu d'ailleurs, c'était sa première année, nous avait fait commenter une phrase de Spinoza, qui est toujours restée pour moi une sorte de motto, c'était « Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre ». Et je pense que comme journaliste et comme écrivain, parce que mes livres sont très... j'aime pas les romans. Je n'écris pas des romans d'amour, de si ça m'intéresse pas. J'écris des choses où j'essaye de faire passer à travers un roman des choses que j'estime importantes et qui sont des choses beaucoup plus... plus importantes. C'est-à-dire, en fait, je pense, et j'ai compris comme journaliste, mais pas aussi comme écrivain surtout, que on ne comprend les choses pas seulement avec l'intellect. D'abord, je serais incapable d'écrire une thèse. Et peu de gens lisent les thèses. On fait comprendre les choses par l'intellect et par le cœur. Et par le vécu. Et par le vécu, par le cœur. Donc j'ai voulu parler à le plus de gens possible en faisant dans mes livres des romans, disons des livres, des récits qui parlent au cœur aussi et qui font comprendre des choses. Alors vous combattez les visions caricaturales des religions et des pays musulmans. L'islam n'est pas l'islamisme. Comment vous expliquez actuellement le développement des courants islamistes radicaux ? Rien n'engendre autant le radicalisme islamique que lorsqu'on veut imposer à un peuple les façons de voir d'une démocratie occidentale et qu'on veut imposer à un peuple la façon de vivre et la façon d'être. Et c'est à ça, rien ne peut engendrer plus une réaction radicale et l'islamisme dur. Donc les guerres, par exemple, menées par l'Occident en Libye et en Irak ont une part de responsabilité. On sait très bien, on a bien vu ce qui s'est passé. L'Irak, c'était un pays, bien sûr, c'était une dictature, de même que la Libye, c'était une dictature. Mais tous les gens là-bas vous diront qu'ils vivaient beaucoup mieux avant. Mais cela dit, il est évident que l'islamisme, on a vu qu'en Irak, Daesh, cet islamisme radical, s'est développé dans les camps de prisonniers américains en Irak. Il y a eu une réaction. De même que, si vous voulez, en Palestine, moi, j'avais jamais entendu parler du tout de religion. J'ai fait un livre qui est paru en 1903, pardon. Excusez-moi, en 2003. En 2003, écoutez, tout le monde me parlait de la terre, le retour à la terre, avoir un pays. Personne ne m'a jamais, j'ai interviewé des centaines de gens, personne ne m'a jamais parlé de religion. Mais à force de n'arriver à rien, les groupes islamistes ont pris du pouvoir. Et comme les autres, Arafat étant mort, les autres ne faisaient rien, ce sont les groupes islamistes comme le Hamas qui ont pris l'influence sur les gens. Vous êtes aussi une féministe. Alors vous avez participé très directement à la lutte pour la reconnaissance du droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Absolument, oui. Je suis la personne qui a amené le docteur Karman On parle de la méthode Karman. Alors la méthode Karman, qui était la méthode qu'on appelle par aspiration, qui est une méthode très très simple et qui a permis en fait le développement. J'ai rencontré le docteur Karman au Bangladesh, où il faisait des interruptions de grossesse de femmes qui avaient été violées par les soldats. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais ce que vous faites, c'est formidable. Vous savez, en France, c'était 1972, je crois. Je lui ai dit, en France, on a plein de problèmes. Les femmes meurent parce que, ou bien doivent aller en Suisse, c'est celles qui ont de l'argent. Et on a plein de problèmes, c'est défendu, etc. Il m'a dit, écoutez, si vous m'organisez ma venue en France et que je puisse faire une démonstration devant des médecins, je viens. Donc je reviens, moi petite journaliste, je reviens à l'Observateur. Et la chose la plus difficile, c'était, alors que tout le monde à l'époque, enfin beaucoup avaient des problèmes, ce genre de problèmes, trouver une femme qui accepte de se faire avorter devant une trentaine de médecins ou de personnel médical. C'est quand même pas évident. J'en ai trouvé une à l'Observateur. Et ça ne pouvait pas être chez moi parce que c'était petit. Et en plus, Delphine Seyrig a dit, bon, ça sera chez moi, parce que chez moi,
on n'osera pas m'arrêter. Parce qu'à l'époque, l'avortement ou l'aide à l'avortement, c'était des peines de prison très importantes. C'était illégal. Oui. Donc, ça s'est passé chez Delphine Sérine, devant une trentaine de gens, aides médicaux, médecins. Il y avait Pierre Joannet, il y avait Sylvie Bruneray, Sylvie Bruneray, et il y avait pas mal de gens. Gisèle Halimi a fini par venir au début, elle pensait que c'était pas important, finalement elle a compris que c'était important, elle est venue. Et à partir de là, comme c'était une méthode tellement facile, ça durait 3 minutes à peine, ou 2 minutes, et ensuite la femme se relevait, il n'y avait aucun problème. Ça a commencé à être fait non seulement par des personnels médicaux, mais même des gens qui n'étaient pas des médecins, disons. Et ça a commencé à se répandre à partir de l'année 72, partout en France. On en faisait partout. Et là-dessus, le gouvernement était obligé. Bon, il y avait Gisèle Halimi, Simone Veil, qui avait mis tout ça, et donc ça a été le gouvernement a cédé. Mais si vous voulez, je suis assez fière quand même d'avoir amené le docteur Karman et cette méthode qui était complètement révolutionnaire. C'était, vous savez, c'était incroyable comme méthode. C'était les principes de la pompe à bicyclette. C'est-à-dire, on met une canule en plastique fine, on l'attache à une chose qui fait le vide et on aspire. Vous savez, comme ça. Vous savez, je veux dire, bon, on avait tous eu des expériences terribles. Oui. Terribles. Et vraiment, ça a été une libération. Et la place de la femme, du coup, dans l'islam, elle n'a pas toujours été celle de la soumission, la place dans l'islam. Moi, je veux actuellement. Mais bien sûr que non, parce qu'en fait, quand même, il faut savoir que d'une part, Mahomet, quand il est arrivé, qu'il a eu sa révélation, qu'il a écrit, que le Coran a été écrit, la femme, bien au 7e siècle, avait le droit d'hériter. Il a donné à la femme le droit d'hériter. La femme n'a eu le droit d'hériter que des siècles plus tard en Occident. La femme aussi, on lui a donné le droit de divorcer. Alors qu'on a eu beaucoup plus tard en Occident, très tard. Dans la pratique, bien évidemment, les hommes font ce qu'ils veulent. Hein. Mais les lois, c'était ça, le droit de divorcer, le droit d'hériter. En plus, je veux dire, dans les familles musulmanes, on le voit aujourd'hui, l'homme est dehors et fait le beau, mais toutes les décisions, c'est pris dans les familles par la femme. C'est la femme qui décide de l'éducation des enfants, qui décide des mariages, qui décide de comment on va dépenser l'argent. Et je me souviens quand je suis arrivée en Inde, fraîche et moulue de la Sorbonne, toute contente de moi, j'arrive chez ces femmes voilées dans leur purdah, enfin voilées, et je me suis rendu compte, j'ai eu la leçon de ma vie. Ces femmes en savaient beaucoup plus que moi. D'abord, elles étaient de culture, elles connaissaient la culture occidentale en partie, et la culture, elles étaient double culture, plus ou moins, et c'était des femmes d'une force très forte. C'est elles qui décident de tout en réalité. Elles sont très fortes. Elles doivent se défendre, donc elles développent une force très grande. Mais Antoine Sfer, par exemple, un journaliste et politologue, il disait dans son livre « Islam contre l'islam » que le voile, en fait, pour les femmes, c'était pour cacher la poitrine et pas pour les cheveux. Absolument. Il cite même une sourate. Dans tous mes livres, je reprends tout ça. Dans tous mes livres, je sors. Et en fait, oui, exactement. Les cheveux, ça n'a jamais été mentionné dans le Coran. Mais comme à l'époque, les captives qui étaient à moi de se promener poitrine nue, il a dit mettez pour vous différencier, cachez vos appâts. Mais ça n'a jamais été, en tout cas, cacher le visage, mais jamais, ça c'était complètement. D'ailleurs, à la Mecque, les femmes sont là avec les hommes, tout le monde est ensemble, et les femmes n'ont pas le visage voilé. Elles ont les cheveux couverts, mais même les cheveux couverts n'est pas du tout. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'islam a été monopolisé ou confisqué par le patriarcat, par des pays où existe le patriarcat, et ils ont déformé l'islam, ou ils l'ont interprété à leur façon. Quel pays? L'Arabie Saoudite, par exemple? Mais tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans sont des patriarcats et des dictatures, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, peut-être un petit peu mieux et encore, mais tous les pays du Golfe, tous les pays musulmans sont, hélas, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Mahomet avait dit, il y a des choses dans le Coran, mais il avait défendu, il n'y avait pas de clergé. Mahomet ne voulait pas de clergé, parce qu'il avait vu les dégâts que faisait le clergé dans les pays, dans les religions, les autres religions, que ce soit le christianisme, etc. Et donc il avait dit, il y a le fidèle et le livre, le Coran. Et donc l'éducation est absolument impérative pour que le fidèle
puisse comprendre et interpréter Ouais. pour l'époque ce qu'il y a dans le livre. Donc l'interprétation ijtihad était très très importante. Mais le patriarcat, enfin disons les hommes au XIIe siècle, ont fermé la porte de l'ijtihad, comme on dit, fermé la porte de l'interprétation, et à ce moment-là, tout est devenu figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec des choses qui datent du XIIe siècle, ce qui est complètement ridicule, et qui va complètement contre l'esprit de ce qu'avait dit le prophète Mahomet, qui avait dit il faut interpréter. Alors le voile, c'est un symbole religieux d'oppression de la femme, mais c'est aussi un symbole culturel et identitaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, actuellement, de la position, par exemple, de la France sur cette question, sur le voile? Écoutez, je pense qu'il est évident que le visage ne doit pas être caché, ça c'est une évidence. Moi je pense, écoutez, pourquoi est-ce qu'en Angleterre, dans d'autres pays, chacun porte et que ça ne fait pas tellement de problème? Ça ne fait aucun problème, donc chacun, les femmes portent leur petit voile ou leur foulard. Et je veux dire, on met tout sur ce bout de chiffon, qui est, comme disait ma tante, qui s'est jamais voilée, qui était une femme assez religieuse d'ailleurs, et qui habitait au Pakistan, la sœur de mon père. Elle disait, c'est pas un bout de chiffon sur la tête qui fait qu'on est une bonne musulmane. Bon, donc, mais hélas, à cause de cette fausse publicité, les musulmanes croient qu'il faut porter ce chiffon sur la tête, ce voile. Mais je trouve que c'est dommage d'en faire une telle histoire. Je veux dire qu'on laisse leur mettre leur foulard si elles veulent mettre un foulard. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Votre dernier livre, il porte sur le Pakistan, au pays des Purs, que vous connaissez très bien, vous vous y rendez régulièrement, vous avez une partie de votre famille qui vit là-bas. C'est un pays mal connu par les Occidentaux, un pays très contrasté, très moderne d'un côté et puis très traditionnel de l'autre. C'est un pays stratégique qui se trouve entre les États-Unis et la Chine et qui est appelé à jouer un rôle très important. On a beaucoup de préjugés, nous, sur ce pays. Énormément. On ne connaît pas le Pakistan. On pense que c'est un pays de barbus et de femmes voilées. Et un pays abominable. On ne connaît pas le Pakistan. Moi, je vais au Pakistan depuis les années 60. Je vais vous dire, c'était un pays très ouvert et merveilleux. Bon, aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de choses modernes, comme vous dites. C'est-à-dire, on a des défilés de mode, très jolies modes pakistanaises, magnifiques. On a des expositions de peinture, de sculpture, d'art moderne. On a des théâtres qui jouent du Beckett, en attendant Godot. Alors bon, on a énormément de choses. On a des concerts de rock, on a énormément de choses. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tout un côté très traditionnel, que c'est pas la même société qui vit tout ce monde moderne et celle moins favorisée, plus pauvre, qui vit beaucoup plus traditionnellement. Mais je vais vous dire, le Pakistan, jusqu'à la guerre en Afghanistan, qui était au début des années 80, en fait, le Pakistan était une société assez ouverte. Mais on buvait, mais on se cachait. Vous savez, les gens se faisaient servir leur whisky dans des théières, pour qu'on croie que c'était du thé dans les restaurants. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est l'Amérique, comme d'habitude, et l'Arabie Saoudite qui ont tout gâché. Ce qui s'est passé, c'est que quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a payé, mais les États-Unis a demandé au général Zia, qui était alors un dictateur au Pakistan, de faire des écoles de talibans. Donc il y a eu des écoles où on a formé des jeunes au métier des armes et on les a complètement embrigadés dans un islam absolument terrorisant, complètement extrémiste. Et ces jeunes, on les a envoyés se battre en Afghanistan, où ils se sont battus pour Allah, ils se sont battus très bien, ils ont jeté les Russes hors d'Afghanistan. Quand ça a été gagné, l'Amérique est partie et le Pakistan s'est retrouvé avec plus de 100 000, 150 000 jeunes gens qui ne connaissaient que les armes et l'islam le plus extrémiste. Ils ont commencé à terroriser une partie de la société et essayer d'établir, encore maintenant, un islam qui n'est pas de l'islam, qui est une la charia. Oui, une charia, mais la charia, vous savez, la charia, les interprétations qu'on fait aujourd'hui de la charia. Oui. Et l'Europe, qui a été pendant longtemps le centre du monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui c'est les États-Unis qui sont devenus hégémoniques. Et puis là, on est quand même en train d'assister à une tectonique des plaques avec un rôle de plus en plus important, joué par l'Asie et le Moyen-Orient. Donc vos ouvrages sont également un pont entre l'Occident et l'Orient ?
Oui, je pense, oui. Et par exemple, dans le dernier livre qui est sur le Pakistan, Pays des Purs, je montre comment les Chinois ont financé un port au sud du Pakistan, Gwadar, qui était un tout petit port de pêche. Ils ont fait une chose énorme, où tous les pétroliers peuvent déverser leur cargaison, pétrolier ou autre. Et les Chinois ont bâti une route depuis Gwadar, à travers tout le Pakistan, jusqu'à travers les Himalayas, jusqu'en Chine. Et donc cette route permet aux marchandises du monde entier de traverser en 4-5 jours, alors que s'ils font tout le tour par la mer, c'est 21 jours. Donc ça, c'est très important. Alors les Américains ont tout fait pour empêcher ce port. Ils ont financé une guérilla au Baloutchistan pakistanais. Mais bon, ce port est là. Il marche plus ou moins actuellement, mais enfin c'est une chose très très importante et c'est pour ça qu'il y a vraiment une alliance entre la Chine et le Pakistan qui se défend contre l'emprise américaine. Et de plus en plus, vous savez, il y a les BRICS. De plus en plus, on dit mais pourquoi est-ce que le monde doit être il y a plus que 5 pays importants dans le monde quand même. Les 5 pays qui étaient les maîtres du monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça a quand même beaucoup changé. Comment est-ce qu'on n'inclut pas et la Chine et la Russie et le Brésil et l'Inde et l'Afrique du Sud. Pour terminer, Kenize Mourad, vous vivez en Turquie aujourd'hui depuis 6 ans. Oui. Pourquoi la Turquie et quels sont vos rapports avec la France? Alors écoutez, vous voulez que je parle de ça? Rapidement, pourquoi le choix de la Turquie en tout cas? La Turquie, parce que la Turquie, d'une part c'est le pays de ma mère, en plus je peux y parler assez librement de problèmes du Moyen-Orient, ce qui est plus difficile ici. Mon dernier livre, mes 2 derniers livres, l'un sur l'Inde, l'autre sur le Pakistan, qui n'ont rien à voir avec le problème du Moyen-Orient, ont été passés sous silence. Alors qu'avant j'avais toutes les télévisions et les journaux, mais depuis mon livre, qui est pourtant un livre extrêmement équilibré, où je montre les 2 côtés. Je montre Palestiniens et Israéliens. Je montre des Israéliens formidables qui aident les Palestiniens, qui font des trucs formidables pour les aider. Je montre des colons qui sont moins bien. Je montre des Palestiniens de l'autre côté. Mais depuis ce livre, mes autres livres ont été passés sous silence. Et des journalistes ont dit à mon éditeur, nous n'ouvrons pas les livres de Kenize Mourad. Donc ça m'a quand même beaucoup choquée. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis partie en Turquie. Mais vous avez le sentiment que vos livres, c'est la dernière question, ont modifié votre identité, ou du moins votre identité narrative, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur? Mes livres, à partir du journalisme, vous voulez dire? Vos livres, vos romans, est-ce qu'ils ont modifié votre identité? Ça m'a permis d'aller plus en profondeur. On apprend en écrivant, on n'écrit pas ce qu'on sait déjà. On apprend en écrivant parce qu'on va en profondeur. Donc on apprend beaucoup, alors bien sûr, ça m'a aidé à aller plus en profondeur. Donc ça a modifié, oui. Merci infiniment, Kenize Mourad, d'être venu sur France 24. Merci à vous. Beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube de France 24, sur toutes les plateformes de podcast. Et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.